Les scientifiques estiment qu'il pourrait exister un gigantesque oignon quelque part dans l'espace. Pas un véritable oignon, bien sûr, mais une chose encore plus étonnante. Des étoiles empilées en couches successives, les unes sur les autres. Ces objets captivants, appelés gravastars, pourraient être de proches parents des trous noirs. Plus encore, ils pourraient offrir des clés essentielles à la compréhension de certaines des plus grandes énigmes de l'univers, comme l'énergie sombre ou même d'autres dimensions. Commençons par la gravité. Il y a plus d'un siècle, Albert Einstein a révolutionné notre compréhension de cette force. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle ne se limite pas à attirer les objets vers la Terre ou à faire tomber des pommes sur la tête de Newton. Bien plus extraordinaire, elle déforme la trame même de l'espace-temps. Imaginez que vous laissiez tomber une boule lourde, comme une boule de bowling, au milieu de votre lit. Que se passe-t-il avec les draps? Ils s'enfoncent et s'étirent autour de la boule. À présent, si vous faites rouler une petite bille sur ce lit, elle ne suivra plus une trajectoire rectiligne. Au contraire, elle commencera à tourner autour de la boule, se rapprochant de plus en plus, comme si cette dernière l'attirait irrésistiblement. C'est cela, la gravité. Mais au lieu de draps, c'est le tissu même de l'espace-temps qui est concerné. Les objets massifs comme les planètes et les étoiles y créent des creux. Et les lunes, les planètes et même la lumière suivent ces déformations. La gravité, c'est la courbure qui détermine leur trajectoire. Dans ce cas, vous pouvez envisager les trous noirs comme les boules de bowling ultimes, les plus lourdes qui soient. La gravité y est si intense qu'elle les comprime à l'extrême, au point de devenir minuscules, si réduits, à vrai dire, qu'ils pourraient tenir dans votre main tout en possédant la masse de plusieurs soleils. Certains contiennent même l'équivalent de plus de 40 milliards de masses solaires. Cela semble absurde, mais ces objets créent en réalité des gouffres sans fond dans l'espace-temps, à la gravité démesurée. La région qui les entoure, nommée horizon des événements, est terrifiante. Il s'agit d'un point de non-retour. Une fois qu'une chose y pénètre, y compris la lumière, elle est irrémédiablement attirée vers l'intérieur, incapable de s'en échapper. C'est précisément pour cette raison qu'ils apparaissent comme des trous noirs. Les gravastars, en revanche, sont encore plus singuliers. Tout comme les trous noirs, ils sont probablement extrêmement compacts. Cependant, au lieu d'être des puits infiniment denses de gravité, ils pourraient receler en leur cœur quelque chose d'incroyable, de l'énergie sombre. L'énergie sombre est l'un des plus grands mystères du cosmos. Il s'agit d'une force invisible et énigmatique qui semble accélérer l'expansion de l'univers de manière constante. Elle agit comme l'exact opposé de la gravité. Tandis que cette dernière tend à rassembler la matière et à ralentir l'expansion cosmique, l'énergie sombre tente de repousser les limites de l'univers, le rendant toujours plus vaste. Jusqu'ici, l'énergie sombre a pris le dessus, sans quoi nous serions enfermés dans un univers en contraction. Mais si nous pouvons expliquer la gravité avec des analogies simples, qu'est réellement l'énergie sombre? Une force, un champ énergétique ou autre chose encore? Nous n'en avons aucune idée. Les scientifiques ont observé ses effets et savent qu'elle est omniprésente dans l'univers, mais ils sont toujours incapables de définir sa véritable nature. Si toutefois elle était emprisonnée dans les gravastars, nous pourrions enfin découvrir la vérité. Ce nom est la contraction de Gravitational Vacuum Star. Ceux-ci ont été imaginés en 2006 par deux professeurs de physique, Powell Mazur et Émile Motola. Leurs réflexions portaient sur les alternatives possibles aux trous noirs lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même. C'est ainsi qu'ils ont proposé cette nouvelle hypothèse. Imaginez que la gravité attire tout vers le centre, comprimant les étoiles massives. Plus elles rétrécissent, plus elles deviennent denses, et leur gravité s'intensifie. Au-delà d'un certain seuil, elles franchissent une limite critique et se transforment en trous noirs. Mais si une énergie sombre était présente à l'intérieur, pour contrecarrer cet effondrement? Au cœur d'un gravastar, une région remplie de faux vides ou d'énergie sombre pourrait exercer une pression vers l'extérieur, s'opposant à la gravité. Cela évoque l'image de la force irrésistible rencontrant un objet immuable. Grâce à cette opposition, le noyau de l'étoile ne s'effondrerait pas en trou noir. Cela peut sembler farfelu. Nous ne savons même pas ce qu'est l'énergie sombre. Alors comment pourrait-elle remplir quoi que ce soit? Pourtant,
Même si sa nature exacte échappe aux scientifiques, il dispose de modèles mathématiques fiables pour analyser son comportement dans l'univers. Ils ont donc décidé de tester cette théorie. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Une nouvelle hypothèse propose que les gravastars pourraient ne pas être de simples objets isolés, mais empilés les uns à l'intérieur des autres. Chacun formerait une couche dotée de sa propre bulle d'énergie sombre interne, enveloppée d'une fine épaisseur de matière. La coquille externe contiendrait un gravastar plus petit, qui en abriterait un encore plus réduit, et ainsi de suite. C'est comparable à une série de ballons imbriqués. La pression de l'air dans chaque ballon est stable et uniformément répartie. Aucun ne se dégonfle, ni n'explose sous la pression des autres. Dans le cas des gravastars, l'air correspond à l'énergie sombre, et la baudruche représente la matière qui les entoure. Cela paraît insensé, mais rend l'idée plus appréhendable. Un unique gravastar pourrait avoir une enveloppe très fine, mais plus les couches s'épaississent, plus leur stabilité devient probable. Et enfin, la partie la plus fascinante est qu'il pourrait potentiellement résoudre l'un des plus grands mystères de notre monde, l'origine des univers. Lorsqu'une étoile s'effondre pour devenir un gravastar, la matière pourrait, en théorie, imploser à travers son centre et engendrer une nouvelle dimension, reliant ainsi ces objets au Big Bang. Certains chercheurs vont plus loin en spéculant que l'énergie sombre pourrait représenter l'énergie échangée entre notre univers et un univers enfant né d'un gravastar. Naturellement, tout cela reste purement spéculatif pour le moment. Mais où sont donc tous ces gravastars? Et comment pourrait-on vérifier leur existence? Les physiciens n'en sont pas sûrs. Il s'agit davantage d'une hypothèse théorique que d'une découverte concrète. Les deux professeurs à l'origine de cette idée ont simplement tenté d'imaginer ce qui se passerait si la gravité et l'énergie sombre agissèrent de concert. Pour l'instant, LIGO, le grand observatoire qui détecte les ondulations dans l'espace-temps, n'a pas mis en évidence de preuves claires de l'existence des gravastars. Un autre problème est leur stabilité, qui ne serait possible que dans des conditions précises. Par exemple, une rotation trop rapide ou une enveloppe trop épaisse pourrait provoquer des oscillations ou une désintégration progressive, même si cela pourrait prendre des milliards d'années. De plus, même si nous ne les avons pas encore détectés, il faut se rappeler que les trous noirs eux-mêmes ont suivi un chemin similaire. Lorsque Einstein publia sa théorie révolutionnaire de la relativité générale, Karl Schwarzschild utilisa ces équations pour démontrer qu'une gravité extrêmement forte pourrait potentiellement empêcher la lumière de s'échapper, créant ainsi une sorte de trou dans l'espace. Einstein lui-même jugeait cette idée trop étrange pour être plausible. Il nous fallut de longues années pour confirmer l'existence des trous noirs, et ce n'est que récemment que nous avons pris la toute première photo d'un d'eux. L'image floue du trou noir supermassif Sagittarius A étoile, situé au centre de la Voie lactée, qui fit le tour du monde. C'est pour cette raison que les scientifiques y prennent les gravastars très au sérieux. Les calculs mathématiques étant corrects, ces objets sont théoriquement possibles dans notre réalité. Il ne reste plus qu'à vérifier s'ils existent réellement quelque part. Fait intéressant, ils ressembleraient probablement à des trous noirs classiques, émettant des radiations à haute énergie en consommant de la matière. Ils pourraient même produire des radiations de Hawking, un type d'énergie théorique qui s'échappe des trous noirs. Autrement dit, il serait presque impossible de les distinguer des trous noirs. Toutefois, si leur enveloppe est transparente à la lumière, les gravastars pourraient la courber d'une façon légèrement différente. En observant de près la façon dont la lumière est déviée autour de ces objets mystérieux, on pourrait peut-être percevoir une variation. Et même si les gravastars n'existent pas dans notre univers, ils auront malgré tout apporté une contribution précieuse à la science, en nous aidant à mieux comprendre la gravité, les trous noirs et les limites de la relativité. Il y a environ un siècle, l'humanité envisageait le XXIe siècle comme une ère foisonnante d'inventions. Cette vision n'était pas si éloignée de la réalité, car nous nous rapprochons aujourd'hui un peu plus de l'établissement d'une véritable colonie lunaire. Avant de pouvoir bâtir un nouvel habitat sur la Lune, il est impératif de trouver un moyen de maintenir une connexion durable, au-delà des simples questions de transport et de logistique.
pouvoir envoyer un message aussi anodin que « Hé, quoi de neuf ?» revêt une importance capitale. Il serait impensable d'envisager l'installation sur la Lune sans un lien permanent avec la Terre. Permettez-moi de vous révéler un scoop. Un réseau 4G lunaire est actuellement en développement. L'entreprise qui pilote ce projet n'est autre que Bell Labs, rachetée par la célèbre société finlandaise Nokia. Pivot de l'industrie papetière du 19e siècle, celle-ci s'est ensuite imposée dans la téléphonie mobile, créant des appareils emblématiques bien avant l'apparition du premier iPhone d'Apple. Une fois le réseau opérationnel, il sera embarqué à bord d'un module d'atterrissage, déployé et activé grâce à des équipements radio spécialisés. Ce projet ne se limite pas à une simple démonstration technologique, car ses enjeux sont considérables. Le rover Lunar Outpost explorera en détail l'arête proche du cratère de Shackleton, tandis que Micronova examinera les cratères lunaires à la recherche de glace. Les données et images collectées seront d'abord transmises au module d'atterrissage via ce réseau 4G LTE, avant d'être relayées vers la Terre, constituant ainsi une avancée inédite. Par ailleurs, l'importance d'une connexion téléphonique fiable ne saurait être sous-estimée. Aujourd'hui, les astronautes communiquent exclusivement par radio, mais la NASA ambitionne de mettre en place un réseau lunaire capable de prendre en charge la transmission de vidéos en haute résolution. Une communication efficace est aussi vitale que l'eau et la nourriture lors des missions spatiales. Et grâce à cette nouvelle technologie 4G, les appels vidéo depuis la Lune pourraient devenir une réalité dans un avenir proche. Par ailleurs, grâce au réseau 4G lunaire, nous serons en mesure de surveiller l'adaptation des espèces menacées envoyées sur la Lune. Ah, mais j'oubliais un détail essentiel. Face à l'extinction croissante de nombreuses espèces, les scientifiques s'emploient à collecter des échantillons d'animaux, de plantes et d'autres organismes, afin de les conserver dans des biobanques réparties à travers le globe. Cependant, les conditions terrestres ne sont guère optimales pour assurer la préservation de ces arches de Noé modernes. C'est pourquoi l'idée d'ériger un ou deux coffres-forts biologiques sur la Lune semble si pertinente. Le pôle sud lunaire abrite une région plongée en permanence dans l'ombre. Ce qui pourrait sembler être une heureuse coïncidence se révèle en réalité un atout majeur. Certains cratères lunaires pourraient offrir des températures avoisinant les -196 degrés, ce qui correspond aux conditions requises pour un stockage cellulaire à long terme. Dans un premier temps, le projet envisageait d'implanter cette voûte biologique dans les tubes de lave situés sous la surface lunaire. Mais cette option présentait des risques considérables. Une telle installation nécessiterait un système de refroidissement fonctionnant à l'énergie solaire, et toute panne imprévue pourrait avoir de terribles conséquences et entraîner la perte irrémédiable des échantillons. En revanche, en choisissant une zone perpétuellement ombragée, la voûte n'aurait besoin ni d'apport énergétique ni d'entretien. Une solution idéale. Aussi prometteur que cela puisse paraître, plusieurs défis demeurent. L'un des principaux obstacles est la poussière lunaire, omniprésente et capable de s'infiltrer partout. Si le stockage requiert des systèmes d'étanchéité, il sera indispensable de concevoir un mécanisme de protection, ce qui n'a pas encore été réalisé. Pour l'heure, ce projet relève donc davantage de la théorie que d'une solution concrète. Je sais que vous souhaitez découvrir des faits concrets, et non de simples concepts. En voici un pour le moins surprenant. La Lune regorge de déchets humains, méticuleusement empaquetés dans des sacs. Selon les estimations, près de 96 de ces sacs y reposeraient, et vous préféreriez sans doute ne jamais en ouvrir un. Néanmoins, leur contenu reste incertain. Toute une gamme de résidus biologiques pourrait s'y trouver. Ainsi, si un jour vous posez le pied sur la Lune et tombez sur l'un de ces mystérieux colis, mieux vaut réfréner votre curiosité et le confier aux scientifiques. Ils se disent impatients de pouvoir les étudier. L'humanité ne manque pas d'étonner, mais souvent pour de mauvaises raisons. Nous n'avons pas encore établi de colonie digne de ce nom sur la Lune, et pourtant, pas moins de 200 tonnes de détritus en jonchent déjà la surface. À croire qu'il s'agit davantage d'une chambre d'adolescents en désordre que d'un corps céleste. Aux côtés de ces sacs de déchets biologiques peu ragoûtants, on trouve des caméras, des perceuses, des serviettes, des brosses, des râteaux et une multitude d'objets techniques. Plus surprenant encore, une plume de faucon figure parmi ces reliques. Je vais vous expliquer pourquoi. Lors de la dernière sortie lunaire d'Apollo 15, David Scott a réalisé une démonstration à l'aide d'une plume de faucon et d'un marteau visant à illustrer la théorie de Galilée. En l'absence de résistance de l'air,
tous les objets tombent à la même vitesse. Parmi ce bric-à-brac, on trouve une véritable œuvre d'art, ce qui permet d'affirmer que, si la Lune n'héberge encore de musée, elle peut du moins se targuer d'abriter une petite exposition. L'équipage d'Apollo 15 y a déposé une figurine en aluminium de 8,5 cm de haut, conçue par l'artiste belge Paul van Hooijdonk. Baptisée « L'astronaute tombé », elle repose sur le sol aux côtés d'une plaque commémorative rendant hommage aux astronautes et cosmonautes ayant contribué à l'exploration spatiale. Mais l'inventaire des objets insolites disséminés sur la Lune ne s'arrête pas là. Si jamais vous vous trouviez en manque de liquidité, sachez qu'une liasse de billets de 2 $ y a tout simplement été oubliée. Depuis 1969, année où l'homme a foulé la Lune pour la première fois, une grande quantité de données a été collectée. Pourtant, c'est en 1609 que notre satellite a été observé à travers un télescope pour la première fois. Mais qu'en est-il de son âge véritable ? Pour répondre à cette question, il convient d'examiner les origines de la Lune. Au milieu des années 80, une conférence organisée à Hawaï a réuni des scientifiques afin de percer ce mystère. De leurs travaux a émergé une hypothèse fascinante. La Lune se serait formée à partir des matériaux issus de la Terre. Un objet de la taille de Mars aurait percuté notre planète, projetant dans l'espace d'immenses quantités de matière en fusion. Avec le temps, ces débris se seraient agglomérés pour donner naissance à l'astre que nous connaissons. Cette théorie permet d'éclaircir de nombreux mystères. Par exemple, la taille réduite du noyau de fer lunaire constituait autrefois une énigme. La réponse est désormais évidente. La Lune s'est formée à partir de la couche externe de la Terre, pauvre en fer. Quant à sa croûte pâle, les minéraux les plus légers ont simplement flotté à la surface lorsque la Lune en fusion a commencé à se solidifier. À l'origine, la Lune se trouvait bien plus proche de la Terre, mais elle s'éloigne progressivement d'environ 5 cm par an. Déterminer précisément l'époque à laquelle elle s'est formée demeure complexe. Les échantillons rocheux rapportés par les missions Apollo ont permis d'estimer leur âge. Les plus anciens remontent à environ 4,35 milliards d'années, soit quelques 200 millions d'années après la naissance du système solaire. Cela dit, il n'existe pas de consensus absolu sur la date exacte de la formation de la Lune. Certains chercheurs estiment que ces roches indiquent un âge d'environ 4,35 milliards d'années. Toutefois, d'autres spécialistes de la formation planétaire suggèrent que la plupart des matériaux constitutifs du système solaire primitif se sont agrégés bien avant cette période. Selon eux, un impact aussi tardif ayant donné naissance à la Lune semble peu probable, ce qui laisse entendre que notre satellite pourrait être encore plus ancien. Autre élément intriguant, au fil de son éloignement de la Terre, la Lune aurait connu des épisodes de réchauffement intense, semblables à ceux observés sur Io, l'une des lunes volcaniques de Jupiter. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle d'un astre massif, un corps plus petit peut être étiré et comprimé, générant ainsi de la chaleur. Ce processus aurait contribué à chauffer les roches lunaires. Ces roches contiennent des éléments radioactifs qui jouent le rôle d'horloge interne, permettant d'évaluer leur âge. Mais si la Lune a connu une chaleur excessive, ces horloges ont pu être réinitialisées, ne recommençant à témoigner du passage du temps qu'après avoir refroidi. Autrement dit, ces roches datées de 4,35 milliards d'années ne correspondent peut-être pas à la naissance de la Lune, mais à une phase ultérieure de réchauffement par effet de marée. Une fois encore, tout porte à croire que notre satellite est plus ancien qu'on ne l'imaginait. Un énorme astéroïde de plusieurs dizaines de mètres de diamètre fonce vers la Terre à travers l'immense obscurité cosmos. Préparez-vous à une terrible nouvelle. Il y a 72% de chances qu'il percute la Terre dans 14 ans, avec des zones d'impact potentielles en Amérique du Nord, en Europe du Sud et en Afrique du Nord, soit certaines des régions les plus densément peuplées de la planète. Les astronomes surveillent de près cet envahisseur de l'espace depuis quelque temps, mais il s'est maintenant trop rapproché du Soleil, et il sera impossible de le suivre au cours des 7 prochains mois. Bien sûr, il y a 28% de chances qu'il rate complètement notre planète, mais que se passera-t-il s'il touche dans le mille? Une dévastation et une destruction mondiale. Voilà ce qui nous attend. Des milliers de vies perdues, des milliards et des milliards de dollars de dégâts, des espèces entières rayées de la surface de la Terre, des villes et des villages en ruine, des champs et des forêts détruits. Est-ce là l'avenir qui nous attend? Vous pouvez vous rassurer. Il ne s'agit que d'un scénario hypothétique créé par la NASA pour se préparer à une telle situation. L'agence spatiale réfléchit à ce type de catastrophe depuis des années.
Encore plus cool, elle organise tous les 2 ans des exercices de simulation d'impact d'astéroïdes pour mettre les scientifiques, les agences gouvernementales et les experts internationaux sur la même longueur d'onde. Le dernier a eu lieu en avril et a réuni une centaine de personnes. Lors de ces exercices astéroïdes, les experts font comme si un rocher spatial géant se dirigeait vers nous. Ils réfléchissent ensuite à toutes les questions épineuses qu'ils peuvent se poser, comme quelle est sa taille? Où pourrait-il frapper? Que devrions-nous faire? C'est comme une énorme séance de brainstorming pour s'assurer que si cela devait arriver, nous n'aurions pas à repartir de zéro. Pour que ces scénarios soient aussi réalistes que possible, on mobilise le centre d'étude des objets géocroiseurs de la NASA. Ce sont eux qui suivent les astéroïdes réels et calculent leurs orbites. Ils simulent donc des mois d'observation d'astéroïdes, avec des incertitudes sur leur taille, leur trajectoire et leur zone d'impact potentielle. Le genre d'incertitude qui rend la prise de décision beaucoup plus difficile et qui les plonge donc dans une simulation aussi proche du réel que possible. Si un astéroïde se dirigeait vraiment vers la Terre, ce ne serait pas seulement le problème d'un seul pays, mais de tous. C'est pourquoi cet exercice fait appel à des experts internationaux. En avril, ils se sont réunis pour la première fois. Ils ont travaillé aux côtés d'agences américaines telles que le Planetary Defense Coordination Office de la NASA et la FEMA pour déterminer comment le monde pourrait réagir à une telle crise, car l'impact d'un astéroïde aurait des conséquences désastreuses à l'échelle globale. La grande question est la suivante. Pouvons-nous réellement empêcher un astéroïde de heurter la Terre? Les experts envisagent 2 options principales. Premièrement, nous pourrions envoyer un vaisseau spatial pour recueillir plus d'informations. Si nous en savions plus sur la taille, la masse et l'orbite de l'astéroïde, nous serions en mesure de prendre de meilleures décisions sur la marche à suivre. La deuxième option consiste à essayer de dévier l'astéroïde. En gros, il s'agit de détourner l'objet menaçant de sa trajectoire pour qu'il rate la Terre. Cela peut sembler impossible, mais la mission DART de la NASA a déjà prouvé que c'était faisable. Il y a 2 ans, ils ont envoyé un vaisseau spatial percuter un petit astéroïde appelé Dimorphos, et ont réussi à modifier son orbite. Ce fut une grande victoire pour la défense planétaire. Mais des missions comme celle-là prennent énormément de temps à planifier, préparer et mener à bien. C'est pourquoi il est si important de repérer les astéroïdes dangereux le plus tôt possible. Actuellement, la NASA travaille sur un nouveau télescope appelé NEO Surveyor, dont le lancement est prévu en 2027. Contrairement au bon vieux télescope, NEO Surveyor est conçu pour détecter des astéroïdes dans les conditions les plus difficiles, y compris ceux qui orbitent près du Soleil. Il nous donnera une meilleure chance d'agir tôt et potentiellement d'arrêter un astéroïde avant qu'il ne devienne une menace. Si vous pensez toujours qu'un impact d'astéroïde est quelque chose qui relève de la science-fiction et que la menace n'est pas réelle, que dites-vous de ceci? Tôt le dimanche 21 janvier, un petit astéroïde d'environ 1 mètre de large est entré dans l'atmosphère terrestre et, heureusement, s'est désintégré au-dessus de l'Allemagne. Le système d'impact Scout de la NASA l'a repéré 95 minutes avant qu'il ne percute la Terre et a prédit exactement quand et où il arriverait. À 1h32, heure locale, l'astéroïde 2024 BX1 s'est transformé en une boule de feu incandescente visible jusqu'en République tchèque. Quelques petits météorites ont peut-être atterri près du site d'impact, à environ 60 km à l'ouest de Berlin. C'est seulement la 8e fois qu'un astéroïde a été détecté avant de heurter la Terre. C'est un exemple remarquable de la façon dont des outils tels que Scout nous aident à suivre les astéroïdes et à nous préparer à tout ce qui pourrait être plus gros. Autre exemple. Le 4 décembre, un petit astéroïde a offert un spectacle de lumière époustouflant dans le ciel du nord-est de la Sibérie avant de se désintégrer sans danger dans l'atmosphère terrestre. La roche spatiale, d'environ 71 cm de diamètre, a été repérée quelques heures avant de percuter la Terre. Grâce aux observations d'astronomes du monde entier, un système d'alerte spécial a réussi à prédire l'impact à plus ou moins 10 secondes près. L'astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre à 1h15, heure locale. Les autorités ont été mises en alerte, mais aucun dommage n'a été signalé. Le système Atlas de la NASA a repéré la roche 12 heures avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il s'agit du 4e impacteur imminent, c'est-à-dire un astéroïde découvert dans les heures précédant son impact prévu, détecté cette année, et du 11e au total. Aujourd'hui, la Chine a également de grands projets en matière de défense planétaire. Elle travaille sur sa première mission visant à frapper un astéroïde, et celle-ci a un double objectif. Un vaisseau spatial s'écrasera sur l'astéroïde, et l'autre restera en arrière pour étudier la situation pendant 1 an au maximum. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de protéger la Terre, mais aussi d'en apprendre davantage sur le système solaire.
La cible est l'astéroïde 2015 XF261, un nom vraiment à rallonge, qui mesure également environ 30 mètres de large. Il est passé près de la Terre récemment, le 9 juillet, à 50 millions de kilomètres de nous. C'est vrai, c'est quand même assez loin. Mais ce voyageur de l'espace fonçait à une vitesse de 42 000 km/h, soit 30 fois la vitesse du son. La Chine va envoyer une sonde spatiale pour étudier l'astéroïde. Ils espèrent en savoir plus sur sa structure et sa composition, ce qui pourrait nous aider dans de futures missions de défense planétaire. Ensuite, ils prévoient de percuter l'astéroïde avec un autre vaisseau spatial pour tester l'impact, et la première sonde spatiale restera sur place pour observer les restes pendant 1 an. Le timing est essentiel pour ce type de mission. Cet astéroïde nous offre de bonnes opportunités d'études pour les années à venir. Ainsi, en mars et mai 2027, il passera à moins de 32 millions de kilomètres de la Terre. En avril 2028, il s'en rapprochera encore plus, à 21 millions de kilomètres. 1 an plus tard, en avril 2029, l'astéroïde passera à seulement 6,7 millions de kilomètres, ce qui en fera une cible de choix pour une telle mission. Une autre bonne occasion se présentera en avril 2030, lorsque l'astéroïde passera à 7 millions de kilomètres de notre planète. Pour vous donner un peu de contexte, la mission DART de la NASA visait autrefois un astéroïde situé à 11 millions de kilomètres, et le voyage a duré 10 mois. Les chefs du projet chinois doivent donc choisir le bon moment, en fonction du temps dont leur engin spatial aura besoin pour faire le chemin. La mission devrait débuter vers 2027, mais ce ne sera pas la première tentative de la Chine. En 2023, ils prévoyaient un test de défense planétaire avec un astéroïde différent, qui mesure également environ 30 mètres de large. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont décidé de se concentrer sur un autre objet, probablement parce que le timing est plus favorable. La plupart des astéroïdes sont en fait des capsules temporelles datant de 4,6 milliards d'années, des vestiges de l'époque où le système solaire était en train de se former. Leur étude pourrait nous en apprendre beaucoup. Habituellement, lorsque nous regardons des photos d'astronautes dans l'espace, nous pouvons voir qu'ils sont attachés de quelque manière à leur vaisseau spatial. Mais il y a eu un astronaute courageux qui a fait un grand pas dans l'inconnu, sans aucun câble de sécurité pour le relier à sa navette. Cet homme courageux s'appelait Bruce McCandless, et il a fait cette prouesse en 1984. Comment est-il revenu, vous demandez-vous ? Il a réalisé ce tour de force à l'aide d'un réacteur dorsal à l'azote, une unité à manœuvre manuelle de la NASA. Il a d'abord effectué des manœuvres d'essai dans la soute de Challenger. Ce n'est qu'après s'être assuré que tout fonctionnait bien que McCandless a décidé de se lancer et d'aller se balader à une centaine de mètres de la navette. Des statistiques un peu tristes. Sur les 430 personnes qui ont fait le saut dans l'espace, 18 ont malheureusement perdu la vie, ce qui nous donne un taux de mortalité d'un peu plus de 4%. Au vu de ces chiffres, on peut affirmer que les navettes spatiales sont des moyens de transport très peu sûrs, c'est évident. Mais clarifions un peu les choses. Si nous calculons mieux ces chiffres, nous pouvons obtenir un pourcentage plus faible. Comment ? Eh bien, 4% est un peu trompeur, parce qu'avec ce calcul, nous prenons en compte tous les vols spatiaux. Or, certaines personnes ont effectué plusieurs vols, ce qui réduit la probabilité. Avec plus de 600 sièges occupés lors de 113 vols, le véritable taux de mortalité des missions est en fait plus proche de 2%. Testons maintenant votre culture générale, voulez-vous ? Quel a été le premier être vivant envoyé dans l'espace ? Vous avez répondu un singe ? Vous vous trompez. Pour ceux qui ont répondu un chien, désolé, ce n'est pas correct non plus. Le 9 juillet 1946, des drosophiles ont été les premiers êtres vivants à se rendre dans l'espace lors d'un vol suborbital à bord d'une fusée V2. Le 20 février 1947, ces petites bêtes sont revenues saines et sauves de leur voyage, ouvrant ainsi la voie à l'exploration humaine de l'espace. Avant d'envoyer des mammifères en mission, comme le singe Rhesus Albert II en 1959, ou les célèbres chiens de l'espace, les scientifiques ont passé beaucoup de temps à étudier les mouches à fruits pour voir comment elles réagissaient aux radiations et aux conditions de voyage. Les chercheurs avaient commencé à utiliser des drosophiles pour leurs expériences dès les années 10. Vous savez pourquoi ? Parce que les humains partagent un grand nombre de gènes avec ces petites bestioles. Imaginez que vous entendiez une musique effrayante lorsque vous êtes plongé dans l'obscurité et qu'il n'y a personne pour vous aider. Imaginez maintenant à quel point les astronautes qui ont entendu cette musique inquiétante dans leur navette ont pu être bouleversés.
Quelques mois avant leur atterrissage sur la Lune, les astronautes de la mission Apollo 10 étaient en orbite autour de notre satellite, en train de tester leur équipement, lorsqu'ils ont entendu d'étranges bruits. Eugene Cernan, en plaisantant, a remarqué que ces bruits étaient sinistres et qu'ils ressemblaient à une musique bizarre. À ce moment-là, les astronautes n'avaient pas de contact avec le centre de contrôle. Ils se trouvaient près de la face cachée de la Lune. Ces bruits ressemblaient à la bande sonore d'un film de science-fiction. Mais la NASA a décidé de ne pas en faire grand cas, voulant protéger la santé mentale des astronautes. Malgré des années de spéculation, les théories allant de l'interférence radio à l'activité de particules chargées, la source des bruits reste inconnue. Cernan a remarqué plus tard que personne à bord n'avait pris ces bruits au sérieux et qu'ils ne les avaient pas signalés après la mission. Il y a de fortes chances que nous ayons déjà reçu des messages de nouveaux amis venus d'autres galaxies, mais que nous n'ayons pas réussi à les comprendre. En août 1997, des astronomes utilisant le radiotélescope Big Ear de l'Université de l'Ohio ont capté un étrange signal radio à bande étroite, provenant de la constellation du Sagittaire, qui a duré 72 secondes. Ce signal bourdonnait à une fréquence de 1420 MHz, ce qui est significatif car cela correspond aux émissions naturelles de l'hydrogène. Cette fréquence avait été signalée par les scientifiques près de 20 ans plus tôt comme un choix probable pour les civilisations extraterrestres qui tenteraient de nous contacter. Ils l'ont appelé le signal WOW. Après que l'un des astronomes se soit ainsi exclamé par écrit sur son relevé. Nous n'avons plus jamais entendu ce signal, et personne n'a été en mesure d'expliquer son origine de manière satisfaisante. Après avoir passé environ 1 mois dans l'espace, les astronautes commencent à perdre beaucoup de peau sous les pieds, en particulier les callosités coriaces qu'ils ont accumulées au fil du temps. Un astronaute a même appelé le centre de contrôle de la mission, un peu paniqué, lorsqu'il a remarqué qu'un morceau de son talon se détachait littéralement. Mais pas d'inquiétude. Au fur et à mesure que les vieilles callosités disparaissent, il en apparaît assez vite de nouvelles sur le dessus des pieds. Cela permet aux astronautes de bien s'accrocher aux appuis, un peu comme des trapézistes de l'espace. Voir du sang dans ses urines est effrayant. En apesanteur, le sang ne descend pas dans le bas du corps de la même manière que sur Terre. Cela peut conduire à des situations un peu effrayantes dans les navettes. Les pulsions naturelles sont universelles, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles les astronautes ne peuvent pas utiliser les toilettes traditionnelles dans l'espace. Tout d'abord, l'eau est une ressource extrêmement précieuse à bord d'un véhicule spatial. Deuxièmement, il n'y a pas d'écoulement gravitationnel de l'eau dans l'espace. L'eau potable à bord d'une station spatiale est contenue dans des poches et on se désaltère différemment que sur Terre. En apesanteur, un dispositif spécial, avec aspiration et sac jetable, est utilisé pour la collecte des déchets, le stockage étant évacué tous les 10 jours. En outre, les navettes sont équipées de systèmes complexes conçus pour recycler et filtrer les déchets liquides et les convertir en eau utilisable pour les besoins quotidiens des astronautes. Comme si tout cela n'était pas suffisant, le fait de passer une période prolongée à flotter dans l'espace pose un autre problème. Le corps peut perdre ses bourses séreuses, ces petits coussins que l'on trouve entre les articulations de la hanche. Si cela ne pose pas de problème immédiat dans un environnement sans gravité, le retour sur Terre peut transformer le simple fait de s'asseoir, que ce soit sur une chaise ou sur des toilettes, en une véritable torture. Les mouvements de fluide qui contribuent aux problèmes sanguins ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent également faire des ravages dans les sinus des astronautes, créant une sensation constante de congestion. C'est comme si l'on vivait en permanence dans une pièce étouffante, sans pouvoir se soulager. Ainsi, il y a de nombreux défis à relever lors d'un voyage spatial de longue durée, une expérience aussi difficile qu'excitante. Un autre défi auquel les astronautes sont confrontés est la perte de vision, également connue sous le nom de syndrome oculaire, ce qui semble tout à fait scientifique. Bien que la cause exacte reste un peu mystérieuse, on pense que la pression supplémentaire exercée sur le cerveau peut endommager la rétine et le nerf optique. Et voici un fait amusant. Cette maladie touche surtout les hommes. Par ailleurs, vous pourriez penser que fermer les yeux dans l'espace équivaut à se plonger dans le noir, mais ce n'est pas le cas. En raison des niveaux élevés de rayonnement,
les astronautes voient encore de vives lumières traverser certaines parties de leurs orbites. C'est un phénomène assez étrange qui les tient sur le qui-vive, même les yeux fermés. Passons à la vitesse supérieure et parlons de la santé des os dans l'espace. Il s'avère que la pesanteur peut vraiment faire des ravages sur le squelette des astronautes. Ils peuvent perdre jusqu'à 2% de leur masse osseuse chaque mois, ce qui est assez incroyable. Mais la bonne nouvelle, les chercheurs ont mis au point de nouveaux exercices qui les aident à lutter contre la perte de masse osseuse. Ainsi, même si les voyages dans l'espace ne sont pas sans poser de problème, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour que nos astronautes restent en pleine forme pendant qu'ils explorent l'univers. L'effondrement terminal est une théorie intéressante sur la façon dont l'univers pourrait prendre fin. Il s'agit en fait de l'inverse du Big Bang. Imaginez que l'univers s'étende pendant des siècles et des siècles, puis qu'il freine et commence à s'effondrer sur lui-même, peut-être même en formant un énorme trou noir. Les scientifiques étudient cette question en se penchant sur la densité de l'univers. S'il est trop dense, un tel effondrement pourrait réellement se produire. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout puissant. Comment? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on? Rien dans l'univers. Aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière.
Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait. Parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps reflété dans les rayons lumineux t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Parfois, l'expression « il pleut des cordes » n'est pas si exagérée. Certaines choses qui tombent du ciel peuvent être assez inattendues. Et en voici quelques exemples. Les habitants de Texarkana, au Texas, ont un jour été témoins d'une pluie de poissons. Pas besoin d'aller à la pêche en mer, les poissons leur sont littéralement tombés sur la tête. En réalité, les pluies d'animaux ne sont pas si rares.
Les trombes marines ou les courants ascendants qui se produisent en différents points de l'océan emportent parfois de petites créatures avec eux. Il peut s'agir de crabes, de grenouilles ou même de poissons. Une trombe est généralement un tourbillon qui ramasse de l'eau et grandit jusqu'à relier la surface de l'eau et les nuages. Les créatures légères qui vivent près de la surface sont alors prises dans le tourbillon et emportées vers le haut et au loin. Or, les nuages d'orage sont les compagnons classiques des trombes marines. Lorsque l'orage atteint une masse continentale, il commence à ralentir, n'ayant nulle part où continuer à puiser de l'énergie. Il s'apaise lentement, la pression atmosphérique diminue et les nuages d'orage libèrent l'eau qu'ils contiennent, ainsi que les malheureux petits animaux et poissons. Parfois, il ne s'agit que de quelques grenouilles frigorifiées par le froid qui règne en altitude. Mais à d'autres moments, il peut s'agir de centaines ou de milliers de créatures qui pleuvent sur la Terre. Une pluie beaucoup plus inhabituelle s'est produite un jour à Oakville, dans l'État de Washington, et on en attend toujours l'explication. Les nuages de pluie avaient l'air parfaitement normaux, mais la pluie qu'ils ont libérée était tout sauf normale. Des gouttes translucides ressemblant à de la gelée sont tombées sur la ville, couvrant une surface totale d'environ 30 km². Chacune de ces gouttes n'était pas plus grosse qu'un grain de riz. Les chercheurs qui les ont étudiées ont affirmé que les gouttes gluantes contenaient des globules blancs humains. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de méduses évaporées par la pluie ou de déchets d'un avion de ligne. Tu aimerais certainement voir le genre de pluie suivant, une pluie d'argent. Un événement de la sorte s'est produit dans une petite ville d'Allemagne. Une femme était en train de conduire quand elle a soudain vu des billets de banque tomber du ciel en tourbillon. Alors, elle a freiné. Elle est sortie de la voiture et a dit plus tard qu'elle avait réussi à rassembler une somme d'argent assez importante. Après quoi, comme tout citoyen responsable devrait le faire, elle l'a remise à la police. Étrangement, lorsque les agents sont revenus sur les lieux avec la femme, ils n'ont plus rien trouvé, bien qu'elle ait prétendu ne pas avoir pu tout ramasser. Il n'y a toujours pas d'explication à cet événement étrange, mais il est certain qu'aucune trombe marine n'aurait pu causer cela. Une pluie assez désagréable s'est produite en 1876 à Olympia Springs, au Kentucky. Madame Crouch a raconté qu'elle était en train de fabriquer du savon devant sa maison lorsque des morceaux de viande crue ont soudainement commencé à tomber du ciel autour d'elle. Certains de ces morceaux étaient assez massifs, atteignant plus de 10 cm de diamètre. Les journaux locaux ont rapporté que 2 personnes ayant décidé de garder l'anonymat ont goûté la viande et ont conclu qu'il s'agissait de moutons ou de venaison. Des mois plus tard, des scientifiques ont décidé de découvrir la vérité derrière cet étrange événement. Le sujet a suscité un sujet de débat animé jusqu'à ce qu'un des chercheurs propose l'explication la plus raisonnable. La pluie de viande avait dû être causée par les vautours qui survolaient la ville à ce moment-là. Ces oiseaux régurgitent parfois de la nourriture en plein milieu de leur vol, comme mécanisme de défense ou pour alléger leur corps afin de voler plus vite. Et c'est ce qui a dû se passer juste au-dessus de la maison de la malheureuse Madame Crouch. Quelque chose de totalement immangeable, mais de non moins sinistre, s'est abattu sur plusieurs villages d'Inde au milieu du mois de mai 2022. D'énormes boules métalliques noires et argentées ont commencé à tomber du ciel, la première pesant plus de 7 kilos. Les habitants stupéfaits l'ont vu frapper le sol, se fragmentant dans les champs voisins. Des boules similaires sont ensuite tombées dans 2 autres villages voisins. Heureusement, personne n'a été blessé pendant cette étrange pluie de métal. Mais la question demeure, nous sommes sur Terre où il pleut habituellement de l'eau. Les autorités locales ne savaient pas trop de quoi il s'agissait, mais les astronomes ont rapidement émis une théorie selon laquelle il pourrait s'agir de débris d'une fusée spatiale. Une fusée qui correspond à la description avait été lancée en septembre 2021 dans le but de mettre un satellite de communication en orbite. Lors de sa rentrée dans l'atmosphère, elle a pu être endommagée, si bien que plusieurs morceaux se seraient détachés et tombés sur le sol en Inde. Parfois, il pleut aussi des oiseaux. Un tel événement s'est produit en Arkansas en 2010. Les conditions météorologiques peuvent être à l'origine de ce genre de choses, mais il y a aussi des raisons plus simples. Le bruit fort et la confusion, ou même des collisions avec des avions. Dans le cas de l'Arkansas, c'était le bruit et les lumières clignotantes des feux d'artifice du Nouvel An. Le spectacle a fait sursauter des milliers d'oiseaux et il les a fait s'envoler. Paniqués et désorientés, ils sont entrés en collision avec des bâtiments, des voitures et des arbres. Beaucoup d'entre eux ont fini par tomber au sol, faisant croire à beaucoup de gens qu'il pleuvait des oiseaux. Maintenant, passons à quelque chose de vraiment répugnant.
une pluie d'araignées. Et si tu te demandes si c'est vraiment possible, eh bien la réponse est oui. En Australie, les pluies d'araignées se produisent d'ailleurs assez souvent. Ils ont même un nom pour ça, le ballooning. Les araignées qui peuvent faire du ballooning grimpent aux arbres et aux grands buissons en essayant d'atteindre le point le plus élevé disponible de la région. Lorsqu'elles ont grimpé tout en haut, elles tissent leur toile de telle sorte qu'elle leur permet d'être portées par le vent. Et en agrippant les brins de leur toile avec leurs toutes petites pattes, les courageuses araignées s'envolent dans les airs et volent vers leur objectif. Normalement, le ballooning passe inaperçu pour nous, les humains, car les araignées ne se déplacent pas en grands groupes. Tu peux vivre une expérience assez désagréable si une araignée atterrit soudainement sur ton visage de nulle part. Mais sinon, il est rare de rencontrer plus de 2 araignées volantes en même temps. Toutefois, lorsque le temps est particulièrement mauvais, avec beaucoup de pluie ou de vent, des milliers, voire des millions d'araignées peuvent décider qu'il est temps de déménager dans un endroit plus accueillant et s'envolent toutes d'un seul coup. C'est alors que se produisent les pluies d'araignées. Ceux qui ont été témoins des plus récentes, en 2012 et 2015, disent que cela ressemble à une chute de neige qui tombe. Les araignées descendent lentement de leur parachute en toile, qui se dépose sur le sol et le rendent blanc. Tu te souviens qu'on a évoqué les trompes marines. Eh bien, ces phénomènes peuvent soulever non seulement des poissons et des grenouilles dans le ciel et les faire retomber sur le sol, mais aussi parfois des balles de golf. Et on ne parle pas de grêlons de la taille d'une balle de golf, mais de vraies balles. Les habitants de la ville de Punta Gorda, en Floride, ont été témoins d'une pluie de balles de golf en 1969. Les journaux ont rapporté que des dizaines de ces petites balles ont frappé le sol et les bâtiments pendant un court moment. Comme il s'agit d'une ville côtière avec de nombreux terrains de golf, il n'a pas été difficile d'expliquer l'événement. Une trompe marine a dû se former près de la côte, survoler un terrain de golf, attraper quelques dizaines de balles, puis les relâcher au-dessus de la ville. La pluie peut être assez rafraîchissante, tant que ce n'est pas une pluie de boue. Le 12 avril 1902, la ville d'Easton, à Philadelphie, a connu une averse inhabituelle. Tous ceux qui ont eu la malchance de sortir ont dû ensuite prendre une vraie douche et laver leurs vêtements. Les gouttes de pluie semblaient sales, et elles l'étaient. Les gens, les bâtiments et les rues avaient vraiment besoin d'un grand nettoyage après qu'il a cessé de pleuvoir. Les témoins ont signalé une quantité considérable de poussière dans l'air avant que la pluie ne commence, ce qui explique probablement l'événement. En 2011, les habitants d'une ville d'Écosse ont été témoins d'une autre variété de pluie bizarre, une pluie de verre. Elle n'a pas couvert une grande surface, il semble que seuls quelques élèves de l'école locale aient eu la malchance d'avoir des invertébrés qui leur sont tombés sur la tête en jouant au football. Il y a eu un changement important de temps à ce moment-là, et les scientifiques pensent que cela pourrait être dû à une anomalie météorologique.